Bonjour à tous, je me nomme Jacob Erebi, je suis l'un des professeurs de droit des affaires au sein de la prépa ISP et dans cette vidéo, je vais vous proposer des éléments de correction de l'épreuve de droit des affaires pour le concours d'inspecteur des finances publiques 2022. Il s'agit d'une vidéo courte pour un sujet qui est pourtant difficile. En effet, dans cette correction, je vais vous proposer des éléments de réflexion, des pistes de réflexion pour ce sujet IFP, droit des affaires 2022. Je vous rappelle que l'épreuve dure 3 heures, qu'elle est bien coefficientée, elle est coefficient 5, c'est important. Je vous rappelle également l'une des spécificités de ce concours, pour ces épreuves d'options notamment, la note inférieure à 5 est éliminatoire. Il fallait donc être extrêmement bien armé pour réaliser avec succès cette épreuve. L'épreuve de droit des affaires est extrêmement ambitieuse, vous le savez, dans le cadre du concours inspecteur des finances publiques, car la matière est vaste. Néanmoins, ce que l'on observe année après année au travers des annales, c'est que les sujets en eux-mêmes présentent des difficultés diverses, mais ne sont jamais impossibles à réaliser. Alors, on ne va pas se mentir, l'épreuve 2022 était difficile, notamment eu égard à la longueur du sujet. Il fallait traiter 2 questions cumulativement. C'est une tradition dans le cadre du concours IFP. 2 questions en droit des affaires. Très souvent, on trouve une question de dissertation et un cas pratique. C'était le cas encore en 2022. Je vous invite immédiatement à vous munir du sujet en question. Il apparaît tout simplement sur notre site internet, il est téléchargeable sur notre site internet, juste à côté de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si jamais vous êtes arrivé à regarder cette vidéo non en allant sur notre site, je vous rappelle que notre site c'est www.prepa-isp.fr et vous trouvez les annales des principaux concours de la fonction publique et des éléments de correction, notamment donc pour le concours d'inspecteur des finances publiques. Allez, je vous propose d'y aller. Je vous disais qu'il y avait 2 sujets à traiter cumulativement, une dissertation et un cas pratique. Je vous propose donc de commencer par la dissertation. Et là, on s'expose à la première difficulté. Le sujet n'est pas très compliqué. Le sujet, c'est l'affectio societatis. Bien évidemment, les juristes d'affaires avertis que vous êtes ne pouvaient pas ne pas savoir que l'affectio societatis, c'est une des notions cardinales du droit des sociétés. D'ailleurs, même si la terminologie est latine, on retrouve le terme société dans affectio societatis. Où est la difficulté alors ? Eh bien, je l'ai dit, l'épreuve dure 3 heures, il y a 2 sujets cumulatifs. Le premier sujet, c'est une mini-dissertation sur un des thèmes les plus importants du droit des sociétés. La difficulté était donc de satisfaire l'examinateur, le jury, en peu de temps. Globalement, un bon conseil, c'est de bien lire le sujet en amont, de regarder respectivement les 2 sujets à traiter, ici donc la dissertation sur l'affectio societatis, et derrière un cas pratique qui comporte 2 parties. Je vous le dis tel quel, mon conseil c'était en l'occurrence de réserver 1h30 à chacune des épreuves. Car le cas pratique aussi nécessite une vraie réflexion et il est un petit peu long en termes de construction. Alors 1h30 pour faire la dissertation sur l'affectio societatis, ça n'est pas beaucoup. À ce titre, qu'est-ce que l'on comprend ? Eh bien, l'on comprend que le temps réservé à la réalisation de cette dissertation doit concrètement se réaliser au propre. Vous avez très peu de temps pour réaliser un brouillon. 1h30 sur l'affectio societatis, il faut donc que vous ayez un temps de rédaction d'au moins 1 heure. Si on ajoute un temps de relecture de 5-10 minutes, parce que c'est très important d'être rigoureux, d'avoir une belle orthographe, une belle grammaire et une belle syntaxe, ça veut dire que le temps de réflexion au brouillon doit être de maximum 20 minutes, vous l'avez compris. Comment faire pour réaliser une dissertation aussi importante
avec un temps de brouillon de seulement 20 minutes, il faut arriver avec des belles connaissances, et puis il faut s'être entraîné. C'est complètement évident. Qu'est-ce que l'on attendait de nous dans cette dissertation? Eh bien, tout d'abord, on va se rappeler la structure assez classique de la dissertation. Il est vrai qu'en droit, nous avons l'habitude de faire une introduction avec une vraie problématique, centrée sur la définition, puis sur l'intérêt du sujet. Nous avons ensuite l'habitude de faire une dissertation grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Vraisemblablement, ici, c'est peut-être trop ambitieux, mais il fallait au moins faire 2 parties. Si vous aviez le temps de faire des sous-parties, c'était mieux encore. Je vais vous montrer comment faire. Je vous présente dans cette vidéo, et vous le voyez sur le PowerPoint, eh bien, les grands traits, les grandes lignes de ce sujet. L'affectio societatis, on l'a dit, et on commencerait notre copie comme cela, eh bien, avec une phrase d'accroche, c'est l'une des notions cardinales du droit des sociétés, c'est l'une des spécificités du contrat de société. Un contrat de société que vous savez défini à l'article 1832, alinéa 1er du Code civil. Bien sûr, je vous rappelle que dans le cadre de cette épreuve, vous n'avez pas accès à toutes les armes qu'offre le Code, les textes et les jurisprudences. Mais il y a des textes auxquels vous devez être capable de vous référer, même sans Code. L'article 1832, le très célèbre article 1832 qui définit le contrat de société, c'est un dispositif que vous devez connaître. Bien sûr, on ne vous demande pas d'avoir une mémoire absolument littérale, n'utilisez pas de guillemets, mais vous pouvez lire l'article 1832, alinéa 1er du Code civil, rappelle que la société est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat de mettre en commun des moyens financiers ou en nature ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de réaliser des économies. Volontairement, je n'ai pas cité le texte tel quel, mais j'ai bien cité un texte qui nous permet de revenir sur la définition classique de la société. Cela suffit pour contenter l'examinateur. Vous avez même glissé en posant cette définition que la société pouvait être unipersonnelle ou pluripersonnelle, et on va voir que ça a une importance pour la suite. Ensuite, vous allez tout simplement dire que l'affectio societatis n'apparaît donc pas, au vu de cette définition, littéralement dans le Code civil. Et pourtant, ce code, cette définition du code, laisse en filigrane apparaître l'exigence d'affectio societatis. L'affectio societatis n'est pas seulement une notion cardinale du droit des sociétés, c'est une composante de la société, c'est une condition essentielle de la société, et ce, invariablement, depuis 1804, alors même que la notion a, elle, évolué depuis lors. C'est une condition invariable du contrat de société depuis 1804, alors même que la notion de société, mais aussi la notion d'affectio societatis, ont évolué depuis lors. C'est donc une condition qui est en constante évolution, sinon révolution. Au XXIe siècle, c'est une notion qui a des utilités certaines, mais extrêmement disparates et diverses. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme la notion d'apport, ou ce n'est pas encore comme la vocation à participer au résultat, les autres conditions du contrat de société. C'est une notion, l'affectio societatis, qui a des utilités qui sont pérennes dans le temps et qui sont tout à fait identifiées par la jurisprudence. On voit ainsi que la loi et le juge ont fait de l'affectio societatis une notion non seulement essentielle, mais encore évolutive. Ainsi, on a amené la problématique et on a amené notre plan. On comprend alors que l'affectio societatis, c'est une notion qui est à la fois extrêmement classique et extrêmement moderne. C'est une notion paradoxalement
cardinale, mais aussi une notion dont on a identifié très ponctuellement les utilités. On a mis en évidence, vous l'avez compris, une forme de balancement. Ce balancement, on le traduit simplement dans le cadre du concours d'inspecteur des finances publiques. Il faut que les plans soient intelligents, démonstratifs, mais les plans doivent surtout être clairs. De toute façon, vous n'aurez pas le temps d'approfondir plus que ça la problématique, mais on a bien mis en évidence un mouvement de démonstration plus qu'une simple et pure récitation. Donc voilà, on va envisager d'un côté l'affectio societatis comme une condition essentielle et de l'autre, une notion ayant des utilités encadrées ou mesurées. Grand 1, une condition essentielle. Grand 2, des utilités mesurées. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail, on doit corriger le sujet numéro 2. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre? Vous le voyez sur le PowerPoint. Sur les conditions essentielles. D'abord, c'est une condition particulière par rapport aux autres conditions du contrat de société, parce que c'est une condition psychologique. Alors que la vocation au résultat, alors même que la fourniture d'un apport sont des conditions matérielles. Vous l'avez compris, une condition psychologique. Ce qui est toujours donc un problème, parce que la preuve d'un élément moral est toujours une difficulté. Ensuite, c'est une condition protéiforme. On rebondit sur quelque chose que l'on a dit en introduction. La notion d'affectio societatis a une définition donnée par la Cour de cassation en 1996 dans un arrêt aujourd'hui célèbre, civil 1er octobre 1996. L'affectio societatis serait, la volonté d'œuvrer, de collaborer ensemble sur un pied d'égalité et de manière intéressée à la réalisation de l'objet social. Mais pourquoi je n'ai pas fait cette précision d'introduction? Parce que cette définition ne vaut pas de manière générale. Quand la Cour de cassation l'a donnée en 1996, elle s'intéressait aux sociétés de personnes. Regardez, quand une société est petite, de type PME, avec même l'idée d'une société familiale, c'est un peu le cas de la prépa ISP. Quand on est face à une société où la personne des associés, l'intuitu personae, est essentielle, on comprend que l'affectio societatis, cette idée d'œuvrer ensemble, est importante. Mais, quand on est face à une société de capitaux, une société par action, imaginez que vous avez des actions chez EDF. D'ailleurs, vous allez vous les faire racheter à bon prix. Est-ce que vous connaissez la personne des autres actionnaires? Est-ce que ce qui vous a motivé, c'est l'idée d'œuvrer ensemble? Non. Alors, l'affectio societatis s'analyse plus en une idée de spéculation. Enfin, et c'est pour ça qu'on avait fait la référence en introduction, quid de l'affectio societatis dans une société unipersonnelle? C'est bien une condition, pourtant. Mais alors l'affectio societatis doit s'entendre plutôt de la volonté d'avoir une activité entrepreneuriale exécutée sous la forme sociale. Donc, c'est une condition protéiforme. C'est une condition pérenne, nous l'avions dit aussi. Parce que, la volonté de participer au résultat, la vocation au résultat, s'analyse au moment de la constitution de la société. Derrière, dans les faits, ça se traduira par des dividendes, des économies ou des pertes. La fourniture d'un apport se réalise lors de la constitution de la société, au moins pour la souscription des apports. Mais l'affectio societatis, non seulement doit être présent au moment de la formation de la société, mais encore tout au long de l'exécution du contrat de société, tout au long de la vie de la société. Car si l'affectio societatis disparaît, la société peut disparaître. Voilà pourquoi la condition essentielle, mais déjà, on a abordé le thème des utilités de l'affectio societatis. Et la première utilité, grand 2, de l'affectio societatis, c'est que l'affectio societatis permet de distinguer le projet et la promesse de société. Quand vous discutez avec d'autres personnes d'un projet entrepreneurial et que vous dites peut-être qu'on devrait s'associer, là, l'affectio societatis n'est pas présent. On n'est pas dans la volonté de s'associer, on n'est que dans l'idée. Ça s'appelle le projet de société.
Mais quand on s'est accordé sur l'idée de s'associer, qu'on n'a pas encore réalisé toutes les démarches, que l'on n'a pas encore défini exactement toutes les modalités, là on est au stade de la promesse de société. On n'est plus alors sur l'idée de s'associer, mais bien sur l'engagement de s'associer. Ça veut dire que l'affectio societatis est déjà présent. Encore, on a beaucoup parlé de l'affectio societatis dans la qualification des sociétés créées de fait, notamment des sociétés créées de fait entre concubins. Je vous renvoie à cette question tout à fait particulière qui a subi nombre d'évolutions ces dernières années, et notamment avec la loi Griset du 14 février 2022. Enfin, sinon surtout, on l'a dit tantôt, si l'affectio societatis disparaît, la société peut disparaître. Pourquoi ? Eh bien, en application de l'article 1844-7, cinquièmement du Code civil, il s'agit de la dissolution pour mésentente entre associés. Parfois, la mésentente entre associés est telle qu'elle s'analyse en une disparition de l'affectio societatis. Et si vous y ajoutez une paralysie du fonctionnement social à titre de conséquence de cette mésentente, eh bien la société doit être dissoute. Une dissolution de plein droit. Et l'on en a terminé. On a vu que l'affectio societatis existait dès la constitution de la société et que sa disparition pouvait entraîner la mort de la société. C'était tout l'important de ce sujet. Passons au sujet numéro 2, ce cas pratique. Il est encore plus important de l'avoir sous les yeux. Je vous rappelle les éléments de base de ce cas pratique. On est en présence d'une SNC. Une SNC qui a pour associé et gérant Monsieur G. La société a une existence certaine puisqu'elle a été constituée il y a 10 ans. La société connaît aujourd'hui d'importantes difficultés financières. Elle est en état de cessation des paiements depuis plus de 60 jours, et cet élément sera important. L'énoncé nous dit aussi que Monsieur G n'a rien fait, malgré cet état de cessation des paiements, et surtout, il a caché la situation à son associé, Monsieur H. C'est le point de départ de la première partie du cas pratique. On verra qu'il y a bien 2 parties dans ce cas pratique, mais la deuxième partie ne fait que prospérer sur le terreau de cette première partie. Donc les faits sont là, analysons-les. D'abord, première observation, on est dans une société en nom collectif. Ça n'est pas si commun que ça. Aujourd'hui, c'est l'une des sociétés commerciales les moins constituées, mais ça reste la société commerciale par excellence. Elle est dangereuse. Je vous rappelle que la société en nom collectif, c'est une société dans laquelle chaque associé est commerçant et chaque associé est solidairement responsable des dettes, et ce de manière illimitée. Autrement dit, c'est une société dangereuse parce que les difficultés financières vont, in fine, reposer sur le patrimoine des associés qui amènent finalement aux créanciers un gage sur leur patrimoine. C'est pas commun un sujet sur les SNC, c'est ce qui rend le sujet un petit peu difficile. Mais au-delà de ça, les questions qui sont abordées ne sont pas difficiles. D'abord parce que si on connaît les bases sur la SNC, ça suffit. En effet, le cœur du sujet, il est plutôt lié aux entreprises en difficulté. Et la deuxième partie du cas pratique va exactement dans le même sens. Au final, il y a 3 questions. 2 questions sur cette première partie et 1 question sur la seconde. C'était très simple. On va dire ici qu'on pouvait porter une réflexion de 30 minutes, parce qu'il y a quand même une certaine complexité. Il y a beaucoup de choses à envisager, on va le voir. Et derrière, une rédaction qui nous laissait le temps de passer 20 minutes ou un petit peu moins sur chacune des questions, et donc le temps même de relire. Là, le cas pratique n'était pas long, il était complexe. Il fallait avoir des bases sur la SNC, et puis il faut
avoir des bases solides sur les procédures collectives, le droit des entreprises en difficulté. Allez, je vous donne les pistes de réflexion, de la quasi-correction pour être totalement sincère. La première question nous dit comment se caractérise un état de cessation des paiements et comment qualifier le comportement de Monsieur G. En fait, c'est deux sous-questions. Je vous rappelle que l'état de cessation des paiements, qui est défini à la fois pour la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation, donc les articles L620 et suivant, L630 et suivant, et L640 et suivant du Code de commerce, L620 la sauvegarde, L630 le redressement, L640 la liquidation. La notion d'état de cessation des paiements est commune au redressement et à la liquidation, et en matière de sauvegarde, elle permet de dire que si on est en état de cessation des paiements, ce n'est pas une sauvegarde, il faut des difficultés financières insurmontables, ce qui est un peu moindre. Bref, l'état de cessation des paiements, c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ici, on ne nous donne pas véritablement d'éléments de discussion, on nous dit que la société est en état de cessation des paiements, on nous illustre quand même le passif en nous disant qu'elle n'arrive plus à régler ses fournisseurs ni ses échéances de prêt. Donc on est presque sur une petite question d'abord de cours. Voilà. On identifie simplement le passif exigible. Il ne s'agit pas de contester l'état de cessation des paiements. Ça, c'est un peu des petits points gratuits dans le cas pratique. C'est une mise en bouche. C'est normal que tout le monde trouve la réponse. Ce qui est finalement plus intéressant dans cette première question, c'est la deuxième partie, comment qualifier le comportement de Monsieur G. D'abord, rappelons-le, Monsieur G est en charge de la gérance de la SNC. Vous l'avez compris, qui dit gérance, gérer, gestion. Toute la question ici, c'est donc de critiquer la manière dont Monsieur G a géré la situation, a potentiellement commis une faute de gestion. Il est évident ici que face au dispositif classique du droit des sociétés commerciales, on va se référer aux obligations réglementaires de tout dirigeant de société commerciale, notamment de gérant de SNC. Le Code de commerce prévoit une obligation pour le dirigeant de l'entreprise de déposer le bilan, terme pratique, n'hésitez pas à l'utiliser pour montrer que vous vous y connaissez un peu, ou de toute façon, vous savez, obligation du dirigeant d'entreprise de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de l'avènement de cet état. Or, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Que la société est en état de cessation des paiements depuis plus de 60 jours. Qu'est-ce que l'on note encore? Qu'il ne l'ignorait pas. On le sait avec certitude, puisqu'il cache la gravité de la situation et il ne fait aucune action pour alerter. Il est donc évidemment en faute. C'est une faute de gestion à proprement parler, et s'il ne s'agit pas d'une simple négligence, on y reviendra dans la deuxième partie. Parce que la première question de la deuxième partie nous fait rebondir sur cela. Deuxième question de cette première partie, de quels moyens dispose M. H? Je vous rappelle que M. H, c'est l'associé à qui son associé M. G, gérant, a caché la situation. On nous dit de quels moyens d'action dispose M. H au nom de la société ou en son nom. Il faut bien évidemment envisager les deux. Première chose à savoir, c'est que contrairement à ce qui existe dans d'autres sociétés, comme en matière de SARL par exemple, il n'y a pas de mécanisme dédié à l'alerte par l'associé de SNC. Donc l'associé de SNC ne va pas par lui-même alerter le tribunal de commerce de la situation économique. Il ne peut pas. Par contre, il a évidemment tous les moyens et les leviers internes au sein de l'entreprise. On y reviendra dans une seconde. Avant cela, il faut évidemment souligner que ça soit à titre personnel, la révocation, ou à titre, au titre de la société, l'associé M. H peut à la fois chercher la révocation et la responsabilité du dirigeant qui est M. G. La
révocation nécessiterait d'envisager les statuts, de connaître les droits de vote respectifs des parties, mais la première sanction d'un comportement fautif d'un dirigeant d'entreprise, c'est évidemment la révocation. Et là, peu importe d'ailleurs qu'elle soit admutum ou pour juste motif, on a un juste motif dans le comportement de M. G. M. H peut également engager l'action sociale pour aller rechercher la responsabilité du dirigeant si, au demeurant, cela a causé un préjudice à la société. Ça, c'est pour les actions, on va dire, en dehors des procédures collectives. À noter qu'à ce stade-là, on n'a pas encore l'information de la deuxième partie, c'est-à-dire que la société est en redressement. Donc, pour les sanctions des procédures collectives, ce n'est pas encore le moment. Là, on est encore au stade de la prévention. Eh bien, si jamais Monsieur H souhaite aller sur le terrain des procédures collectives, on l'a dit, il ne peut pas agir par lui-même en termes d'alerte, mais on sait que les procédures d'alerte peuvent être réalisées par le président du tribunal dans certaines circonstances, moindres depuis quelques années, c'est vrai, les récentes réformes, mais tout de même, rien n'interdit d'agir devant le tribunal de commerce en tant qu'associé pour poser des questions, pour demander la nomination d'un mandataire ad hoc. Le président du tribunal, alerté après par ce mandataire ad hoc, pourra alors éventuellement, effectivement, lui-même lancer l'alerte. Ou encore, il est possible de demander la nomination d'un CAC, voire il en existe déjà un, on ne nous le dit pas, et ce commissaire aux comptes peut lui-même donner l'alerte. Il y a donc plusieurs solutions. Je ne pense pas que le but de ce cas pratique était de toutes les recenser, parce que sinon il était vraiment très très long. Mais on a déjà montré à l'examinateur qu'on avait la vision large d'actions fondées sur le droit commun ou encore de prospérer un peu sur les procédures collectives. La deuxième partie, elle, et j'en terminerai par là, nous met sur le terrain des procédures collectives à proprement parler, puisque on nous dit une procédure de redressement judiciaire est finalement ouverte à l'encontre de la SNC. Or, M. G a eu l'idée extraordinaire de contracter un nouveau prêt pour la société en présentant une fausse comptabilité à la banque. On nous dit comment qualifier le comportement de M. G, que risque-t-il? Déjà, une première observation liminaire, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais on ne sait pas très bien quelle est la situation de M. G une fois que la procédure de redressement a été ouverte. En effet, il a contracté un nouveau prêt pour la société. Cela signifie qu'il a été laissé en fonction. Il n'a pas été dessaisi. C'est un peu surprenant au vu de son comportement dans la première partie. Bon. On va dire que, en tout cas, il a trompé, évidemment, la banque. La toute première chose, c'est donc qu'il s'est révélé être l'auteur d'un dol à l'égard de la banque, et à ce titre, sa responsabilité personnelle peut être engagée par un tiers, à la condition de montrer, encore une fois, que cette responsabilité engagée par un tiers, personnelle et civile, respecte les conditions du droit commun. Mais ça n'est pas là la question principale. La question principale, il faut l'entendre sur le terrain des procédures collectives. Bien sûr, c'est aussi une question de responsabilité, et là, on doit être capable de voir les trois angles de la responsabilité d'un dirigeant social en cas de procédure collective. D'abord, la responsabilité pour insuffisance d'actifs, ensuite les sanctions complémentaires, et enfin, éventuellement, la sanction pénale de banqueroute. Bon. Commençons par cette dernière, on va l'écarter. Il ne s'agit pas d'une faillite frauduleuse, il ne s'agit pas d'une volonté de mettre la société en difficulté. Ce n'est pas le but poursuivi par M. G, on peut donc l'écarter. En effet, on nous dit qu'il a tenté d'améliorer la situation de l'entreprise. Donc, on va écarter la banqueroute. Il nous reste tout de même le terrain de la responsabilité pour insuffisance d'actifs. C'est le point essentiel. L'article L651-2, qui a été modifié par l'importante loi de 2016 en la matière, que vous connaissez sans doute,
La responsabilité pour insuffisance d'actifs nécessite notamment une faute de gestion. Le seul fait de ne pas déclarer, de ne pas déposer le bilan est une négligence et pas une faute de gestion. Mais quand on le fait exprès et que c'est démontré, ce qui semble être le cas dans la première partie, c'est une faute de gestion. Et de toute façon, il y a une deuxième faute de gestion. Contracter un prêt pour la société, il ne semble pas avoir demandé l'aval, par exemple, du juge commissaire, et de toute façon, il a présenté une fausse comptabilité. La faute de gestion est caractérisée. Si, au demeurant, il reste in fine et bien passif, il pourra en être tenu, et accessoirement, il en sera très probablement tenu. Il reste les sanctions civiles et commerciales complémentaires. Je vous renvoie aux idées d'interdiction de gérer, notamment l'interdiction de gérer qui sera probablement prononcée, qui aurait pu être déjà prononcée du seul fait du non-dépôt de bilan. Et là, l'aggravation de la situation révèle évidemment que cette condamnation complémentaire interviendra prononcée par le juge. Voilà pour des pistes de réflexion. On a quasiment intégralement corrigé le cas pratique parce qu'il présentait une certaine difficulté. Vous voyez que concrètement, avec un travail en amont solide, sur des connaissances de base bien apprises, bien travaillées, et beaucoup d'entraînement, ça reste un exercice jouable où, je le dis très clairement, on peut briller. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de féliciter quelques-uns de nos élèves qui ont effectivement particulièrement brillé dans cette épreuve, ce qui n'a pas manqué de nous faire plaisir, et à moi tout particulièrement. Donc je les félicite encore, et je ne peux que vous engager à poursuivre eh bien, dans cette voie et de réussir vous-même ce très beau concours qu'est inspecteur des finances publiques. Bon courage, au revoir.